Jiro est un jeune garçon sans amis, contrarié parce que tous ses camarades de classe pensent qu'il est un original. Il est en train de se plaindre de ses problèmes et reçoit un discours d'encouragement lui disant d'accepter ce qui est unique chez lui, mais celui qui lui donne ce discours est son chien, donc je comprends un peu pourquoi ses amis pensaient qu'il était bizarre. Il s'avère que Jiro est né avec la capacité d'entendre les voix de tous les animaux autour de lui, mais parler tout le temps aux animaux effraie les autres, donc quand Jiro a grandi, les seuls amis qu'il avait étaient les animaux du quartier, et il faisait tout son possible pour les protéger, allant même jusqu'à se battre pour protéger certains de ses copains animaux des délinquants qui essayaient de les embêter. Après avoir chassé les délinquants, le chat et le corbeau remercient Jiro pour son aide car ces trois-là les terrorisent beaucoup ces derniers temps, mais Jiro dit que ce n'est pas grave et se tourne pour rentrer chez lui. Quand il rentre, son grand-père lui crie immédiatement dessus parce qu'il peut voir que Jiro s'est encore battu. Il dit à Jiro qu'il ne lui a pas appris les techniques du shinobi pour qu'il aille tabasser les gens dans le quartier. Il dit à Jiro qu'il ridiculise leur nom de famille, mais Jiro dit qu'il se moque totalement de leur stupide nom de famille, et cela plonge son grand-père dans une rage aveugle. Alors il sort le katana héritage familial et se met à courir après Jiro. Un peu plus tard, le vieil homme se calme enfin, alors lui et Jiro sont occupés à remettre les portes en place, mais le grand-père doit assister à une réunion communautaire, alors il dit à Jiro qu'il doit partir et qu'il rentrera tard, donc il demande à Jiro de fermer à clé avant d'aller se coucher. Jiro maugrait entre ses dents, mais accepte sa demande. Cependant, un instant plus tard, le corbeau de tout à l'heure vient chercher Jiro et lui demande de l'aide parce qu'un chat est en difficulté dans les bois. Jiro n'a aucune idée de ce qui se passe, mais il suit le corbeau, et quand il arrive sur place, il trouve un chat grièvement blessé sous un arbre. C'est la première fois que Jiro ou le corbeau voit ce chat dans le coin, et ils n'ont aucune idée de ce qui lui est arrivé, mais il semble encore respirer, alors Jiro décide de faire tout son possible pour le sauver. Il s'avère qu'avant ce moment, le chat était un être connu sous le nom de Rago, le dévoreur du soleil, et il avait été invoqué par un groupe mystérieux qui cherchait à utiliser son pouvoir pour lui-même, mais Rago a refusé de suivre leurs ordres, alors ses invocateurs ont tenté de le tuer pour cela. La prochaine fois que Rago ouvre les yeux, il se retrouve dans un panier pour chacho chez Jiro, et un instant plus tard, Jiro entre pour prendre de ses nouvelles. Jiro est content de voir que le chat est enfin réveillé parce que, vu la gravité de ses blessures, il n'était pas sûr qu'il s'en sorte ou non. Il a apporté un bol d'eau au chat car il a supposé qu'il aurait probablement soif, et il se présente ensuite, demandant au chat de se présenter également. Rago pense que Jiro doit être idiot parce que même s'il lui disait son nom, il n'y a aucun moyen qu'un humain puisse comprendre les paroles d'un chat, mais Jiro lui dit que ce n'est pas gentil de traiter les gens d'idiots sans raison. Découvrir que Jiro peut le comprendre est un tel choc pour Rago qu'il se cache sous le lit et refuse d'en sortir parce qu'il ne comprend pas ce qui se passe. Jiro peut comprendre pourquoi Rago serait effrayé s'il n'a jamais parlé à un humain auparavant, mais il l'assure qu'il n'est en aucun danger ici. Cependant, Rago n'est pas si facilement convaincu. Il ne détecte aucune énergie spirituelle émanant de Jiro, donc il est sûr que Jiro est vraiment un humain, mais juste pour être prudent, il décide de rester caché là jusqu'à ce qu'il trouve une ouverture pour s'échapper. Cependant, un instant plus tard, Jiro arrive avec de la nourriture, et toute la prudence antérieure de Rago s'envole parce qu'il a vraiment faim. Jiro trouve amusant à quel point il a été facile de faire céder Rago, mais Rago ne montre aucune honte et dit qu'aucun homme affamé ne refuserait un repas. Jiro trouve aussi drôle qu'un chat s'appelle un homme, mais Rago s'énerve et dit à Jiro qu'il n'est pas un chat. Il se présente formellement comme un immortel, ou ce qu'on appelle plus communément ici un mononoke. Les mononoques prennent souvent la forme d'humains ou d'animaux et se fondent dans leur environnement sans que les gens ne les découvrent, et Jiro ne comprend pas vraiment, mais si les mononoques sont censés être des créatures si puissantes, alors il demande comment Rago a fini dans cet état en premier lieu. Rago explique que c'est un autre mononoke qui lui a fait ça, et quand Jiro demande pourquoi c'est arrivé, Rago dit qu'il n'est pas exactement sur des détails car il ne se souvient pas de tout, mais il se souvient que c'est un autre mononoke qui lui a fait ça, et la raison pour laquelle ils l'ont attaqué était qu'il voulait son aide pour quelque chose et il a refusé. Jiro commence à comprendre ce qui s'est passé parce que cela ressemble à, après que Rago ait refusé ces gars-là, ils l'ont attaqué. Bien que Jiro ne comprenne pas vraiment pourquoi Rago les a refusés en premier lieu car il supposait qu'en tant que mononoke, il voudrait aider l'un des siens. Cependant, Rago dit qu'il déteste absolument les gens comme ce type car ce ne sont que des parasites qui veulent faire les durs mais qui ne peuvent que compter sur le pouvoir des autres. Rago ne pense pas vraiment qu'il y ait un intérêt à dire tout ça à Jiro car, en tant qu'humain, il ne croit probablement pas un mot de ce qu'il vient de dire, mais Jiro lui rappelle qu'il parle à un gamin qui a pu parler aux animaux toute sa vie, donc l'existence de monstres immortels n'est pas trop surprenante pour lui. Pendant ce temps, dans la forêt, une agente vient juste de tomber sur l'endroit où Jiro a trouvé Rago pour la première fois, et elle rapporte au QG qu'elle a trouvé une flaque de sang dont elle a confirmé qu'elle appartient à Rago, mais elle ne capte aucune de ses présences spirituelles, donc il a dû se cacher à proximité. Son chef lui dit d'attendre l'arrivée du reste de l'équipe de recherche pour l'instant,
alors elle accepte de se retirer et disparaît dans les arbres. Il semble qu'il y avait quelqu'un d'autre dans la forêt à la recherche de traces de Rago en plus d'elle. Au même moment, chez Jiro, il est occupé à donner un bain à Rago pour se détendre, et il est impressionné par la rapidité avec laquelle les blessures de Rago ont toutes guéri car il a presque l'air aussi bon que neuf maintenant. Donner un bain à Rago comme ça rappelle à Jiro comment il faisait de même avec son chien, Nashi, à l'époque. C'était le chien le plus grand et le plus duveteux qu'un gars puisse demander, et chaque fois qu'il se faisait harceler ou blesser, elle lui demandait toujours de lui donner un bain car elle savait que cela le calmait toujours. Plus tard dans la nuit, Jiro va se coucher, mais dès que Rago pense qu'il dort, il grimpe sur le rebord de la fenêtre et se prépare à partir. Il ne voulait pas avoir à partir comme ça car il doit énormément à Jiro pour lui avoir sauvé la vie, mais s'il reste ici plus longtemps, il va finir par mettre Jiro en danger. Il saute alors par la fenêtre, mais en atterrissant, il vacille un peu car, bien que ses blessures aient guéri, il n'a pas encore retrouvé toute sa force. Il s'apprête à quitter la propriété, mais soudain, Jiro apparaît derrière lui et demande à Rago où il pense aller à cette heure tardive. Rago est choqué car il aurait juré avoir vu Jiro dormir à l'étage, mais Jiro avait anticipé que Rago pourrait faire quelque chose comme ça, alors il a installé une illusion factice dans son lit pour le tromper. Astuce bon marché mise à part, Rago lui dit qu'il n'a plus à se soucier de ses affaires car il a déjà fait plus qu'assez, mais Jiro refuse d'accepter cela et rappelle à Rago que c'est lui qui lui a sauvé la vie, donc Rago est sa responsabilité jusqu'à ce qu'il soit complètement rétabli. Rago dit à Jiro qu'il ne lui a jamais demandé son aide et qu'en fait, il aurait été parfaitement bien de mourir là-bas si Jiro n'était pas arrivé. Jiro continue de se disputer avec lui, mais Rago finit par perdre patience et rappelle à Jiro qu'il est toujours un mononoke, un monstre mangeur d'humains, et qu'il est dans l'intérêt de Jiro de retourner se coucher et de faire comme s'ils ne s'étaient jamais rencontrés, mais soudain, un type quelconque entre dans la propriété de Jiro et les interrompt. Jiro n'a aucune idée de qui est ce type, mais il lui dit de sortir d'ici car il n'a pas été invité. Cependant, l'homme traite Jiro d'humain ignorant et transforme son bras avant de se précipiter sur lui. Cela prend Jiro au dépourvu, donc il n'est pas capable de réagir à temps, mais Rago refuse de le laisser mourir comme ça, alors il saute et pousse Jiro hors du chemin avant d'emmener le type dans la forêt. Il fait de son mieux pour s'échapper, mais comme il n'a pas encore retrouvé sa force, le démon est facilement capable de rattraper Rago et de le mettre à terre en un rien de temps. Il dit à Rago qu'il n'est pas trop tard pour s'arrêter et accepter d'aider son camp parce qu'ils ont fait beaucoup d'efforts pour briser le sceau qui retenait Rago prisonnier, et il détesterait devoir le tuer pour ne pas coopérer, mais Rago ricane en sa présence et lui dit que s'il veut tant son pouvoir, il va devoir risquer sa vie pour venir le chercher. Le démon se précipite alors sur Rago de toutes ses forces, mais avant qu'il ne puisse le frapper, Jiro arrive de nulle part avec son katana familial et tranche le bras du démon. Rago n'arrive pas à croire que Jiro soit vraiment revenu et le traite d'idiot pour avoir gaspillé l'occasion qu'il lui a donnée de s'échapper, mais Jiro dit qu'il ne pouvait pas laisser Rago mourir ici à cause de cette chose, et d'ailleurs, si le démon avait réussi à tuer Rago, il serait probablement revenu pour Jiro aussi, donc c'était la meilleure option qu'il avait. Le démon se transforme complètement et se prépare à attaquer Jiro, mais il trouve plutôt surprenant que Jiro ne soit pas du tout déconcerté par son apparence monstrueuse. Il remarque aussi les motifs sur le katana et les capacités furtives que Jiro a montrées plus tôt, et il en déduit que Jiro doit être l'un des shinobi. Le démon se précipite alors sur lui et lance un coup de poing, mais bien qu'il soit sûr de l'avoir touché, quand il regarde son poing, tout ce qu'il voit est un morceau de tissu parce que Jiro avait en fait esquivé et se préparait à attaquer d'en haut. Cependant, bien que ce fût un bon plan, Jiro a sérieusement sous-estimé la vitesse du monstre car, avant qu'il ne puisse le frapper, il avait déjà fait un flash step derrière lui et poignardé Jiro dans le dos avec son doigt. Jiro a tenté de porter une dernière attaque sur le démon, mais il a bondi en arrière pour l'esquiver, et il est impressionné qu'il ait pu penser à attaquer avec une telle blessure, mais cela n'a plus d'importance maintenant car il n'y a aucun moyen que Jiro puisse survivre à quelque chose comme ça. Rago s'approche de Jiro et regarde son corps mourant avec culpabilité car il sait que cela ne serait jamais arrivé à Jiro sans lui, mais quand le démon voit Rago regarder Jiro comme ça, il suppose qu'il doit penser à le manger car manger un humain aiderait Rago à retrouver sa pleine puissance. Il accepte de laisser Rago avoir le corps de Jiro dans l'espoir que cela lui fera changer d'avis sur son offre d'assistance, mais Rago n'a aucune intention de faire une telle chose. Il est vrai que manger Jiro lui permettrait de retrouver sa puissance, mais il doit trop à Jiro pour lui faire ça ou le laisser mourir ici, alors à la place, Rago décide de laisser Jiro le manger. Il se transforme alors et vole dans Jiro, libérant une grande quantité d'énergie alors que le vrai pouvoir de Rago est enfin libéré, et le démon n'arrive pas à croire que Rago trahirait réellement les mononoques comme ça et remettrait son pouvoir à un humain. Jiro reprend conscience alors que ses blessures sont guéries par le pouvoir de Rago, mais il n'a aucune idée de ce qui se passe, et il est effrayé par toute la fumée noire qui sort de son corps. Juste à ce moment, il entend la voix de Rago dans sa tête lui disant d'arrêter de plaisanter et de faire attention car ils sont toujours en plein combat. Le démon attaque Jiro à nouveau,
Mais cette fois le corps de Jiro est assez rapide pour esquiver ses attaques, et il parvient à éviter d'être transpercé une seconde fois. Cependant, il n'a aucune idée de comment abattre le démon, mais c'est là que Rago intervient. Il dit à Jiro que tout ce qu'il a à faire est de serrer le poing, et il s'occupera du reste pour lui. Jiro ne comprend pas vraiment ce que cela signifie, mais il suit le mouvement, et alors qu'il porte un coup de poing, Rago utilise son énergie pour faire un trou net dans le torse du démon, le tuant d'un seul coup. Jiro est encore incrédule face à tout ce qui vient de se passer, mais avant même qu'il puisse prendre un moment pour réfléchir à tout, il est soudainement encerclé par des agents du bureau d'espionnage venus en réponse à la perturbation spirituelle, et il est assommé pour pouvoir être emmené pour interrogatoire. La prochaine chose que Jiro sait, il se retrouve dans un lit d'hôpital avec la fille qu'il a assommée debout à côté de lui, et dès qu'elle réalise que Jiro est réveillé, elle passe un coup de fil rapide à son chef pour lui faire savoir que Jiro a repris connaissance. Jiro n'a toujours aucune idée de qui elle est, alors il demande ce qui se passe, et Rago sort de sa poitrine pour dire qu'il est tout aussi confus que Jiro en ce moment. Juste à ce moment-là, Ishika remarque Rago assis sur la tête de Jiro, et Jiro le réalise enfin un instant plus tard, alors il se met à crier après Rago pour qu'il descende de lui, et un instant plus tard, le patron d'Ishika arrive enfin pour vérifier l'état de Jiro. Il dit qu'il est content de voir que Jiro semble parfaitement bien, et il demande aussi à Rago comment il va, mais Rago n'a pas envie de lui parler pour l'instant. Animosité mise à part, Ryozuki est surpris de voir à quel point Rago est calme, car il s'attendait à ce qu'il soit bien plus conflictuel qu'il ne l'est maintenant. Ryozuki se présente comme le chef de la division Mononoke et Ishika comme sa subordonnée, et comme Jiro veut une explication sur tout ce qui se passe en ce moment, Ryo décide de commencer par lui demander s'il connaît les Aniwabin, et Jiro se souvient avoir appris quelque chose à leur sujet. D'après ce dont il se souvient, c'étaient des agents secrets qui travaillaient pour le Shoguni Ido, et Ryo ajoute qu'avec le temps, les Aniwabin ont quitté le service du Shoguni et servent maintenant le gouvernement moderne en tant que bureau de l'espionnage. Ils font toutes sortes de choses, y compris la collecte d'informations, les missions d'infiltration, et bien sûr, la recherche et la destruction des Mononoke. C'est pour cela qu'il y a tout un département dédié à la gestion des incidents liés aux Mononoke, et Ryo a eu la vie facile pendant un moment, car les Mononoke ne causent généralement pas beaucoup de problèmes. Cependant, récemment, les choses sont devenues très agitées, car leur installation a été attaquée par un groupe de Mononoke, et lors de cette attaque, Rago, qui était scellé dans l'installation, a été libéré. Cela dit, Ryo n'est toujours pas sûr de comment exactement Rago et Jiro ont fini comme ça, alors il demande à Jiro de l'éclairer. Jiro explique tout, et Ishika se met immédiatement à le traiter d'idiot d'avoir sauvé un Mononoke sans aucun plan. Mais Jiro ne veut pas entendre ce genre de critique de la part de quelqu'un qu'il ne connaît pas. Ryo dit à Ishika de se calmer, car le fait est que Jiro est complètement fusionné avec Rago, et à moins qu'il ne fasse quelque chose, il va rester comme ça pour toujours. Cependant, ils n'ont aucune idée de comment annuler cela, et ils n'ont également aucune idée de ce que les autres Mononoke peuvent préparer, alors Ryo dit qu'ils vont placer Jiro en garde à vue. Jiro essaie de s'opposer, mais Ryo lui dit qu'il n'a pas vraiment le choix en la matière. Il précise qu'ils ne sont pas des héros de la justice ou quoi que ce soit d'autre, donc ils n'ont aucune obligation de préserver les droits personnels de Jiro. Ils ont déjà rempli un rapport de personnes disparues pour quand ils transporteront Jiro vers un autre établissement demain matin. Mais pour l'instant, Ryo lui dit de juste se reposer. Il mentionne également qu'il y a des gardes postés devant sa porte, et il dit qu'ils sont là pour protéger Jiro au cas où quelque chose arriverait. Mais Jiro sait qu'ils sont très probablement juste là pour s'assurer qu'il ne s'échappe pas. Jiro est un peu inquiet, car s'il est emmené, il y a de fortes chances qu'il ne revoie jamais son grand-père, et une situation comme celle-ci est précisément pourquoi Rago n'arrêtait pas de lui dire que s'impliquer avec lui ne ferait que lui causer des ennuis. Jiro dit qu'il n'a vraiment pas envie d'une leçon en ce moment. Mais Rago dit qu'il n'essaie pas de faire la leçon, il veut juste que Jiro comprenne l'ensemble du tableau de ce qui se passe ici. Ces deux-là ont peut-être promis que tout ce qui se passe en ce moment est pour la protection de Jiro, mais ce sont aussi les mêmes personnes qui ont scellé Rago au départ, donc Rago a du mal à croire qu'ils vont juste laisser Jiro vivre normalement après avoir fusionné avec un Mononoke, et en plus de cela, il y a ces Mononoke qui ont fait irruption dans l'installation pour libérer Rago en premier lieu. S'ils étaient prêts à causer des problèmes avec le bureau pour atteindre Rago, ils ne vont pas abandonner si facilement, donc ils vont sûrement aussi venir après Jiro, et cela signifie à peu près que Jiro doit trouver quoi faire par lui-même. Tout cela a vraiment donné beaucoup de choses à réfléchir à Jiro, et il décide qu'il ne va plus se soucier de ce que les autres disent et faire ce qu'il veut à partir de maintenant. D'abord, il dit à Rago qu'ils doivent sortir d'ici, et Rago est surpris d'entendre cela, car il ne pensait pas que Jiro avait un endroit où fuir à ce stade. Mais Jiro dit qu'il ne compte pas fuir, il a juste besoin de faire certaines choses, et après cela, il devra juste accepter ce qui arrivera. Rago n'a aucune idée de ce que Jiro pense, mais il l'avertit qu'il n'y a aucune garantie que tout ira bien s'il va jusqu'au bout, et il ne peut pas compter sur Rago pour le sauver. Mais Jiro dit qu'il trouvera un moyen de se débrouiller par lui-même. En disant cela,
Il remarque un groupe de corbeaux dehors, et cela lui donne une idée. Alors pendant que les gardes sont encore occupés à surveiller la porte, il se met soudainement à faire beaucoup de bruit pour attirer leur attention, et une fois qu'ils entrent pour vérifier son état, Jiro dit aux corbeaux de les attaquer pour lui donner assez de temps pour s'échapper. Rago est surpris de voir à quel point cela a bien fonctionné. Mais Jiro n'a jamais douté, car ces corbeaux sont ses amis, et s'ils demandent de l'aide, ils feront tout ce qu'ils demandent. Une fois que Jiro s'est suffisamment éloigné de l'hôpital, il remercie les corbeaux de l'avoir aidé et leur donne un sachet de friandises en récompense de leurs efforts. Mais bien que Jiro ait réussi à sortir de l'hôpital, Rago lui demande ce qu'il va faire maintenant, car le bureau est probablement déjà à sa recherche. Jiro dit qu'il n'est pas vraiment trop inquiet à ce sujet pour l'instant, car il y a juste une chose qu'il veut faire d'abord. Un peu plus tard, Jiro retourne chez lui, et Rago comprend enfin pourquoi Jiro voulait tant s'échapper, parce que même si le bureau allait l'emmener, il voulait au moins expliquer les choses à son grand-père avant. Après tout, il ne voudrait pas laisser son grand-père penser qu'il a vraiment disparu. Il reste dehors un moment, essayant de trouver comment expliquer tout cela au vieil homme. Mais tout à coup, le grand-père de Jiro apparaît derrière lui, ce qui surprend Jiro. Jiro commence à essayer d'expliquer les choses, mais son grand-père lui dit de se taire et de le suivre, alors c'est ce que Jiro fait pour l'instant. Un peu plus tard, le grand-père de Jiro le mène vers un stade ouvert, et Jiro commence à se demander combien de marches ils vont encore faire, car il n'a pas vraiment beaucoup de temps avant que le bureau ne le trouve, et il aimerait parler à son grand-père avant cela. Il demande aussi pourquoi son grand-père l'a amené sur un terrain en premier lieu, et son grand-père dit qu'il est venu ici pour que personne d'autre ne puisse interférer, juste avant de donner un coup de poing en plein visage à Jiro. Jiro tombe au sol et demande à son grand-père ce que c'était. Mais son grand-père se contente de crier après lui et de le traiter d'idiot pour ne pas avoir compris la gravité de ce qu'il a fait. Jiro n'a aucune idée de ce dont il parle. Mais son grand-père dit que Ryo lui a déjà tout raconté, y compris comment Jiro est actuellement possédé par un mononoke. Il n'y aurait probablement pas cru s'il ne l'avait pas vu de ses propres yeux. Mais le fait que Rago soit juste là est une preuve définitive que l'histoire est vraie. Jiro est choqué que son grand-père soit au courant de tout cela, mais c'est parce que le vieil homme est un ancien membre du bureau de l'espionnage. Il déteste que les choses en soient arrivées là, mais le vieil homme sait ce qu'il doit faire maintenant. Il a l'intention de prendre ses responsabilités pour l'erreur de Jiro, et pour cela, il va tuer à la fois Jiro et Rago, afin que ni le bureau ni les mononoke ne puissent les exploiter, et après cela, il va se tuer pour expier. Jiro essaie de dire à son grand-père de se calmer, mais le vieil homme n'a plus rien à dire, alors il fonce droit sur Jiro avec un coup de pied en hache dévastateur. Jiro parvient tout juste à esquiver son attaque, mais il n'a jamais vu son grand-père aussi en colère auparavant, et l'instant d'après, il est victime d'une attaque fulgurante et projeté au sol. Son grand-père explique que leurs techniques familiales Azuma ont été perfectionnées pour combattre aussi bien les hommes que les mononoke, mais il n'a jamais eu le temps d'apprendre à Jiro que les bases pour l'autodéfense. Il pense que c'est dommage que Jiro ne puisse jamais atteindre son vrai potentiel maintenant. Mais il veut s'assurer que Jiro n'aura jamais à souffrir des cruautés du monde des mononoke, et à cette fin, il promet de rendre la mort de Jiro aussi rapide et indolore que possible. Cependant, juste avant qu'il ne puisse frapper Jiro, Rago intervient soudainement et bloque le coup pour lui, repoussant le grand-père de Jiro. Rago dit à Jiro de sortir de sa torpeur et de prendre cela au sérieux, car son grand-père essaie vraiment de le tuer. Mais malgré tout cela, Jiro dit quand même à Rago de rester en dehors de ça et de ne pas sortir avant qu'il ne le lui dise, car il veut gérer cela par lui-même. Rago ne comprend pas vraiment pourquoi Jiro refuse son aide, puisqu'il n'est clairement pas de taille face à son grand-père. Mais si c'est vraiment ce que Jiro veut, alors il n'interférera pas. En regardant Jiro maintenant, son grand-père se souvient comment, quand Jiro était plus jeune, il a un jour grimpé dans un arbre immense juste pour pouvoir sauver un bébé chat. Mais il ne s'est pas arrêté une seconde pour réfléchir à s'il pourrait redescendre tout seul après l'avoir sauvé. Heureusement, il était là pour attraper Jiro, mais il s'est assuré de lui crier dessus pour avoir fait quelque chose d'aussi imprudent. Parce que bien qu'aider les autres puisse être un acte noble, il dit à Jiro qu'il va finir par se faire tuer s'il continue à se mettre dans des situations au-delà de ses capacités. Il a dit à Jiro qu'il devait apprendre à compter sur ceux qui l'entourent au lieu d'essayer de résoudre chaque problème par lui-même. Mais Jiro demande ce qu'il est censé faire s'il n'y a personne pour l'aider, et son grand-père lui a dit qu'il devrait juste abandonner. Mais Jiro ne voulait pas vivre comme ça, alors dans ce cas, son grand-père lui a dit qu'il devait juste devenir plus fort pour qu'il n'y ait aucune situation qu'il ne puisse pas gérer. De retour au présent, le grand-père de Jiro lui dit que le monde des mononoke est comme rien de ce qu'il n'a jamais vu auparavant, et si Jiro était forcé d'y entrer comme son grand-père l'a été, alors il finirait par tuer ses semblables et les mononoke, finissant par se perdre lui-même dans le processus. C'est un monde horrible et impitoyable, et c'est pourquoi il s'est battu pour que Jiro n'ait jamais à le vivre. Mais il semble qu'il a échoué. Jiro s'excuse auprès de son grand-père, car il n'est dans ce pétrin que parce qu'il a fourré son nez là où il ne fallait pas et n'a pas réfléchi aux conséquences. Mais il dit qu'il ne regrette pas d'avoir choisi d'aider,
et qu'il va trouver un moyen de nettoyer son propre désordre. Son grand-père crie, traitant Jiro d'ignorant imbécile, avant de foncer sur lui, et Rago essaie d'avertir Jiro d'esquiver, mais Jiro n'a aucune intention de bouger. Il reste là et encaisse le coup de poing de son grand-père de plein fouet, et bien qu'il soit quand même repoussé, il parvient à atterrir sur ses pieds. Rago n'arrive pas à croire que Jiro a fait ça, et son grand-père lui dit que c'était une chose stupide à faire, car il peut voir qu'il a fait cela pour tenter de montrer sa détermination. Mais il dit que cela ne prouve rien d'autre que le fait que Jiro peut encaisser un coup. Jiro avait le sentiment que cela ne suffirait pas à convaincre son grand-père, mais il lui dit que, pour le meilleur ou pour le pire, il n'est plus seul maintenant, donc s'il n'y arrive pas tout seul, il peut toujours compter sur Rago. Il dit ensuite à Rago de faire le truc, mais Rago n'a aucune idée de ce dont il parle et fait passer Jiro pour un idiot d'avoir essayé de faire le malin, alors les deux se mettent à se disputer. En voyant cela, son grand-père se souvient de ce qu'il a dit à Jiro à propos de trouver des personnes sur qui compter, et simplement en regardant ces deux-là, bien qu'ils puissent se disputer, il peut voir que, quand les choses deviennent sérieuses, Rago risquerait sa vie pour protéger Jiro, et Jiro ferait de même. Cela lui fait réaliser que Jiro pourrait peut-être finalement être capable de se débrouiller seul, alors il dit aux deux d'arrêter de se disputer et annonce qu'il se rend, donc Jiro est libre de faire ce qu'il veut, mais il pense toujours que Jiro est un imbécile d'avoir laissé cela arriver. Plus tard dans la soirée, ils rentrent tous chez eux, et Jiro prend un long bain relaxant pour se détendre après tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Il s'excuse également auprès de Rago de l'avoir entraîné dans cette situation et d'avoir agi égoïstement plus tôt, mais Rago dit que cela ne le dérange pas tant que ça. Il demande juste que Jiro compte davantage sur lui, pour qu'il ne finisse pas par se blesser autant la prochaine fois, et Jiro est d'accord, bien qu'il n'ait aucune idée de ce à quoi ils vont devoir faire face à partir de maintenant, puisqu'il va devoir travailler avec le bureau de l'espionnage à partir de demain. Le lendemain matin, Jiro prépare un sac avec tout son nécessaire, car il sait que le bureau va venir le chercher d'un instant à l'autre, et Rago lui demande s'il est vraiment sûr de vouloir les accompagner si volontairement, puisqu'il n'a aucun moyen de savoir ce qu'il lui réserve. Mais Jiro répond qu'il ne sert à rien de s'inquiéter maintenant, car, avec la situation actuelle, il n'a pas vraiment le choix. Même s'il essayait de fuir, le bureau continuerait de le poursuivre, et entraîner son grand-père là-dedans une fois de plus est la dernière chose qu'il souhaite, alors il estime qu'il vaut mieux affronter ce qui vient de front. Il sort ensuite pour retrouver l'agent que le bureau a envoyé pour le prendre en charge, mais il est choqué de voir que l'agent envoyé est en fait Ishika, et il ne s'entend vraiment pas bien avec elle. Elle dit qu'elle est là pour s'assurer que Jiro ne s'échappe pas une nouvelle fois comme la dernière fois, puis elle désigne le camion de transport, disant à Jiro qu'il va monter à l'arrière avec elle jusqu'à ce qu'ils arrivent au QG. Jiro n'apprécie vraiment pas d'être coincé avec Ishika, mais il n'a pas beaucoup de choix, alors il dit ses derniers adieux à son grand-père et monte dans le camion. Cependant, il ne s'attendait pas à ce qu'on lui passe des menottes au poignet dès qu'il est entré avec Ishika. Il lui demande si c'est vraiment nécessaire, car il n'y a pas besoin de le traiter comme un prisonnier alors qu'il coopère, mais Ishika lui répond qu'il est pratiquement un prisonnier, en ce qui la concerne, parce qu'il n'est plus entièrement humain. Honnêtement, elle ne sait pas pourquoi les supérieurs tiennent tant à le garder en vie, mais son travail est de s'assurer que Jiro arrive sain et sauf, et elle prend ça au sérieux, même si cela signifie surveiller un phénomène comme Jiro. Jiro n'apprécie vraiment pas d'être traité de phénomène, surtout qu'il essayait d'être gentil avec Ishika parce qu'elle est une fille, mais Ishika prend cette remarque comme une offense, car elle pense que Jiro la méprise. Alors elle frappe la paroi et menace Jiro de faire attention à ce qu'il dit en sa présence, mais à ce moment-là, Rago se matérialise et demande aux deux s'il pourrait baisser le ton, parce qu'il essaie de dormir. Mais cela mis à part, Rago dit qu'il est surpris que le bureau ait envoyé une petite fille comme Ishika pour les garder, et il suppose qu'ils doivent vraiment manquer de personnel s'ils envoient des enfants au combat comme ça. Ishika dit à Rago de la fermer, car elle ne veut pas entendre de critiques de la part d'un mononoke, mais Rago lui dit qu'elle a des problèmes plus graves à craindre, parce que, bien qu'elle ne l'ait pas encore réalisé, ils vont avoir de gros ennuis ici. Comme Rago dit cela, le camion entre dans un épais brouillard, et les deux conducteurs essaient de comprendre pourquoi il est soudainement devenu si brumeux, mais puis cela se produit, et le camion s'écrase peu après. Ishika et Jiro sont projetés à l'arrière du camion pendant l'accident, et Ishika ne sait pas ce qui se passe, mais elle comprend que ce n'est pas bon, alors elle dit à Jiro d'attendre ici pendant qu'elle va vérifier. En sortant du camion, elle est choquée de découvrir qu'ils sont maintenant dans une zone spectrale, et elle ne sait pas comment elle ne l'a pas réalisé plus tôt, mais il est trop tard pour s'inquiéter de ça maintenant, car à ce moment-là, les deux mononoques se montrent. Ils ont déjà dévoré les deux conducteurs, et ils sont clairement après Rago, alors Ishika équipe son matériel et se prépare à les abattre. D'abord, elle essaie d'utiliser la bonne vieille arme à feu fiable, mais malheureusement, les balles n'ont aucun effet sur le grand, et le plus petit est trop rapide pour qu'elle puisse le viser, alors elle est obligée de passer à son arme de mêlée pour se défendre. Le petit la projette en arrière contre le grand, mais Ishika réussit à se repositionner avec son couteau et à
tailler les bras du grand en esquivant son coup de poing. Cependant, même si elle a réussi à le taillader plusieurs fois, aucune des entailles n'était très profonde, car son corps est extrêmement dense. Elle réalise qu'elle ne pourra pas endommager celui-ci avec les armes qu'elle a actuellement, et la vitesse de l'autre est aussi un vrai problème, car dès qu'Ishika est distraite, il s'approche par derrière et la frappe contre le côté du camion. Juro voit l'enfoncement de l'intérieur et se demande ce qui se passe dehors, puisqu'il pensait qu'il devait juste se rendre au bureau, mais Rago explique qu'Ishika est probablement attaquée par un mononoke en ce moment, et d'après le bruit dehors, elle se fait battre. Juro est surpris et demande comment c'est possible, alors Rago explique que, pendant qu'ils se disputaient, le camion a dû glisser dans une zone spectrale. Juro ne sait pas ce que sont les zones spectrales, alors Rago explique que c'est en gros une dimension totalement séparée du monde mortel, autrement connue sous le nom de royaume des mononoques. Il ajoute que les humains peuvent parfois y pénétrer par accident, mais qu'en sortir n'est pas toujours facile une fois qu'ils ont traversé. Juro ne comprend toujours pas vraiment, mais cela n'a pas d'importance maintenant, car, d'après le bruit dehors, Ishika va mourir s'il ne fait pas quelque chose pour l'aider bientôt, alors il demande à Rago de l'aider à enlever ses menottes. Cependant, Rago dit qu'il ne peut pas, ses menottes sont faites d'un matériau spécial qui annule toute énergie spirituelle, donc Rago n'est pas capable de les détruire dans son état actuel. Juro commence à devenir vraiment frustré, alors il décide qu'il va juste sortir et forcer Ishika à lui enlever les menottes elle-même pour qu'il puisse aider. Cependant, Rago lui dit qu'il ferait peut-être mieux de laisser les choses se dérouler. Après tout comme les mononoques, le bureau essaie simplement de le prendre pour l'utiliser à son propre avantage, donc il serait dans son intérêt de les laisser continuer à se battre et de s'échapper pendant qu'il le peut. Le raisonnement de Rago est logique, mais au final, les faits sont qu'Ishika se bat actuellement pour protéger Juro, même si c'est juste à cause d'ordre, et Juro n'est pas le genre de type à rester les bras croisés à regarder quelqu'un mourir en le protégeant, même si elle est assez impolie, alors il va l'aider. À ce moment-là, le grand mononoke finit par frapper la camionnette, ce qui projette Juro sur l'herbe, et quand les mononoques le voient, ils reconnaissent Juro comme la cible qu'ils ont été envoyés chercher. Leurs ordres sont de le ramener vivant, alors ils lui disent que, s'il se rend, ils ne lui feront pas de mal, mais Juro les ignore complètement et se met à crier sur Ishika pour qu'elle se dépêche d'ouvrir ses menottes afin qu'il puisse aider. Mais, à sa surprise, elle refuse, car elle dit qu'elle ne voudrait jamais travailler avec un mononoke comme lui. À cet instant, les deux mononoques attaquent, alors Juro et Ishika sont obligés de sauter en arrière pour esquiver, et Juro dit à Ishika de surmonter son préjugé mesquin et de le laisser aider, car, sinon, ils vont tous les deux mourir ici. En disant cela, Ishika se souvient du jour où ils ont tenu les funérailles de sa mère après qu'elle soit morte des mains d'un mononoke, et à partir de ce jour, Ishika a juré qu'elle ferait tout son possible pour devenir forte, comme sa mère l'aurait voulu. Elle veut croire qu'elle peut gérer cela seule, mais la réalité est qu'elle ne le peut pas, et Juro lui dit que, si elle ne veut pas que sa mission se termine par un échec, alors elle doit être prête à tout faire pour gagner, même si cela signifie travailler avec lui. Elle hésite un bref instant, sachant que tout ce en quoi elle a cru depuis son enfance lui dit de refuser, mais elle sait aussi que Juro a raison. Ishika accepte finalement de laisser Juro aider et brise ses menottes, et dès que Juro est libre, il bondit en l'air et appelle Rago à l'aide, ce qui lui permet d'abattre le grand mononoke d'un seul coup. Et, pendant que l'autre était figé d'incrédulité devant la mort de son ami, Ishika s'est approché par derrière et l'a découpé en morceaux. Mais malheureusement, Juro a sauté un peu trop haut avec ce premier bond, alors il finit par s'écraser au sol. Quand il se relève, Ishika se tient sur le côté et lui dit qu'elle ne va pas le remercier pour ça, mais Juro dit qu'il ne l'a pas fait pour des remerciements. Ishika s'est battu pour le protéger, alors il a fait de même pour elle, et cela les rend quittes, et toute cette histoire a nettement amélioré l'opinion d'Ishika sur Juro. Cependant, ils ont encore un petit problème à régler, puisque le camion de transport a été détruit, alors Juro demande à Ishika ce qu'ils sont censés faire maintenant, et Ishika lui dit qu'ils vont devoir marcher pour le reste du chemin. Pendant ce temps, Ryozuki est actuellement en réunion avec les supérieurs, et il essaie essentiellement de les convaincre de lui permettre de former une équipe avec Juro et Rago comme membres. Les membres du conseil pensent d'abord que c'est une terrible idée, mais Ryo explique que Rago n'a encore montré aucune hostilité envers eux, et qu'il semble coopérer avec Juro pour l'instant, donc il devrait être possible de travailler avec lui. De plus, il est assez clair que l'ennemi est après lui, donc, plutôt que de condamner Juro et Rago à sa cellule, il pense qu'il serait préférable qu'ils aient la chance de travailler sur le terrain et d'affiner leurs compétences, afin que l'ennemi ne puisse pas les attraper si facilement. Il fait également remarquer que garder Juro enfermé ne résoudra rien, car leurs ennemis continueront de le cibler quoi qu'il arrive, et si cela se produit, il serait préférable pour Juro d'avoir une véritable expérience du combat plutôt que de passer tout ce temps derrière les barreaux. Ryo promet également de prendre l'entière responsabilité de ce qui arrivera à Juro et Rago à partir de maintenant, et sa proposition était plutôt convaincante, alors les supérieurs acceptent de le laisser faire ce qu'il veut. Le lendemain, Juro est sur le quai en train de se brosser les dents,
pensant à quel point la semaine passée a été folle, car un instant il vivait une vie normale, mais le moment d'après, il a trouvé un chat bizarre, s'est fait tuer par un ogre géant, et maintenant le voilà qui travaille pour une organisation étrange. À ce moment-là, Ryo s'approche pour demander à Juro comment il s'adapte à sa nouvelle vie, mais Juro ne pense pas que ce soit une nouvelle vie, puisqu'ils ont déjà fait toutes sortes de tests sur lui depuis qu'il est arrivé, et il n'a pas eu une seule minute à lui. Et, en plus de ça, il n'arrive toujours pas à croire que c'est vraiment la base d'opération dont Ryo parlait. Ryo explique que chaque division du bureau a sa propre base d'opération, et elle doit se fondre dans l'environnement, donc ils optent généralement pour des immeubles de bureaux ou des sanctuaires et ce genre de choses, mais malheureusement, la deuxième division a hérité d'un chantier naval. Et, puisque Juro fait maintenant partie d'eux, cela signifie qu'il est coincé avec ça aussi. Juste alors, une voiture s'arrête devant la base et une jeune femme en descend, alors Juro demande qui c'est, et Ryo explique que c'est Hana Uzumi, et elle va être la chef adjointe de cette équipe, et l'autre gars qui sort de la voiture et se met immédiatement à flirter avec Usami et Reiji Kirahara. Ryo présente officiellement tout le monde à l'intérieur, et il espère qu'ils s'entendront tous, mais Juro et Ishika ne s'entendent toujours pas très bien. Reiji, en revanche, est un maître de la conversation, et en quelques minutes de discussion avec Ishika, il parvient à tellement la complimenter qu'elle en rougit. Cependant, quand il s'agit de Juro, il n'a que du dégoût non filtré pour un hybride mi-humain mi-mononoke comme lui. Juro n'est pas le genre de personne à rester assise à se laisser insulter, alors il s'approche de Reiji et lui demande s'il cherche un combat. Et Reiji dit qu'il adorerait tabasser Juro si c'est ce qu'il veut. Ishika essaie d'apaiser les choses, car elle ne veut pas que ces deux-là se battent vraiment, mais Ryo, en revanche, est plus qu'heureux de voir le combat avoir lieu, et il demande même à Usami de sortir un appareil photo pour qu'il puisse l'enregistrer. Outre le fait que ce serait amusant à regarder, Ryo le fait aussi parce qu'ils doivent encore tester quelles sont les limites de Juro et à quel point il est vraiment fort, sinon, ils ne pourront pas l'utiliser efficacement sur le terrain. Usami commence alors l'enregistrement, et Ryo donne le signal pour qu'il commence à se battre. Après cela, Juro demande à Ryo pourquoi Reiji est autorisé à utiliser une épée pendant leur combat. Ryo explique que Reiji est issu d'une longue lignée de légendaires épéistes qui ont du mal à se séparer de leurs épées, même au combat. Cependant, il dit à Juro que s'il pense que c'est injuste, il est libre de prendre une épée lui-même. Juro répond simplement qu'il n'en aura pas besoin. Reiji dit alors à Juro qu'il est libre d'utiliser son arme secrète, et quand il dit cela, il fait référence à Rago, qui est assis sur ses épaules, mais Juro traite Reiji d'idiot pour penser que Rago est une sorte d'arme. Il explique que c'est censé être un combat entre deux, et que personne d'autre n'interférera, et cela inclut Rago. Rago accepte de laisser Juro gérer cela seul, et comme il n'y a rien d'autre à faire pour le moment, il décide de se rendormir. Voyant cela, Reiji laisse tomber son épée et se retourne, car visiblement il pense que Juro est trop faible pour le combattre correctement, alors il décide de lui donner un handicap à la place. Il dit à Juro qu'il peut attaquer quand il veut, et il promet même de garder les yeux fermés pendant ce temps. Entendant cela, Juro s'énerve immédiatement, alors il se précipite droit sur Reiji avant de s'élancer soudainement dans les airs. Usami suppose que Juro a sauté pour que Reiji ne puisse pas utiliser le bruit de ses pas pour juger exactement à quelle distance il se trouvait, mais Ryo ne pense pas qu'une astuce aussi simple fonctionnera sur quelqu'un comme Reiji. Un épéiste accompli comme Reiji ne se fie pas à des choses simples comme la distance ou le son pour combattre. Même lorsque ses sens sont supprimés, les épéistes expérimentés peuvent compter sur leur sixième sens pour détecter les mouvements de leur adversaire. Un instant plus tard, Reiji prouve que Ryo a raison, car au moment où Juro entre dans sa portée, il ramasse soudainement son épée et frappe Juro au moment précis, l'envoyant voler en arrière. Après cela, Reiji se prépare à s'éloigner et dit à Ryo qu'il devrait probablement mettre fin au combat ici, puisqu'il ne voudrait pas tuer accidentellement Juro en le frappant trop, mais alors qu'il s'apprête à partir, Juro se remet sur pied et lui dit que le combat ne fait que commencer, car il a à peine senti ce coup. Et Reiji admet que, si rien d'autre, la résilience de Juro est louable. Les deux se chargent à nouveau l'un vers l'autre, mais alors qu'ils sont sur le point de se percuter, Juro brise soudainement l'épée de Reiji. Il se glisse alors derrière lui et place un puissant coup de poing en plein sur son visage. Ryo est complètement impressionné par ce qu'il vient de voir, car il ne s'attendait jamais à ce que Juro réussisse un tel exploit. Pendant ce temps, Reiji est étendu par terre, essayant de comprendre comment Juro a réussi à briser son épée aussi facilement. Juro demande s'il est enfin prêt à abandonner, mais Reiji se remet simplement debout et lui dit que le combat ne fait que commencer pour lui aussi. Les deux continuent de se battre, tandis qu'Ishika demande à Ryo s'il pense vraiment que ce combat sera suffisant pour convaincre les supérieurs. Ryo confirme que ce sera le cas. Il explique que ce combat est l'occasion parfaite de tester leur robustesse et leur détermination, permettant aux supérieurs de voir exactement combien ils peuvent endurer et jusqu'où ils sont prêts à se pousser. Quelques heures plus tard, Reiji se réveille et voit Juro assis à côté d'un camion. Il demande où tout le monde est passé, mais Juro n'en a aucune idée, car dit-il, il vient de se réveiller quelques minutes avant Reiji.
Juro lui lance alors une canette de soda, et comme ils se sont tous les deux évanouis, Régis pense qu'il devrait considérer cela comme un match nul, mais d'un autre côté, Juro a réussi à se réveiller le premier, donc la victoire devrait techniquement lui revenir. Cependant, Juro dit que Régis devrait être celui à revendiquer la victoire, car si Régis l'avait vraiment voulu, il aurait probablement pu tuer Juro avec son premier coup, et l'astuce de Juro consistant à briser l'épée de Régis n'a fonctionné que parce qu'ils utilisaient des épées en bois. Si ça avait été une vraie lame, Juro sait qu'il aurait perdu son bras en tentant un tel coup, c'est pourquoi il pense que Régis mérite la victoire à la place. En entendant cela, Régis pense que Juro a finalement décidé d'agir de manière mature pour une fois, mais au moment où il ouvre la canette de soda, elle explose sur son visage, car Juro l'avait vigoureusement secoué spécifiquement pour lui faire une blague. Pendant ce temps, Usami demande à Ryo s'il pense que l'enregistrement du combat entre Juro et Régis sera suffisant pour convaincre les supérieurs. Ryo lui dit de ne pas s'inquiéter, car la vidéo n'a jamais été destinée à convaincre quiconque de quoi que ce soit. Les véritables tests commenceront demain, lorsqu'ils iront sur le terrain. Usami pense toujours qu'il est trop tôt pour envoyer Juro et Régis en mission réelle, mais Ryo n'est pas d'accord. Il croit qu'il n'y a pas de meilleure expérience que le travail sur le terrain, et si tout se passe comme prévu, ils pourraient enfin découvrir l'identité de leur véritable ennemi. Un peu plus tard, Juro et les autres enfilent leurs nouveaux uniformes. Ryo admet qu'ils ont l'air plutôt cool, avant de leur dire d'appuyer sur le bouton à leur poignet. Ils font tous comme demandé, et leur combinaison de combat se transforme instantanément en leurs vêtements normaux. Juro appuie alors 2 fois sur le bouton, ce qui rend son corps semi-perméable. Ryo explique que cette capacité comporte un inconvénient majeur, chaque fois qu'il l'utilise, l'efficacité de la combinaison diminue, il ne devrait donc l'activer qu'en cas d'absolue nécessité. Environ 1 heure plus tard, le groupe arrive à un sanctuaire, et il s'arrête un moment pour prier et conjurer les mauvais esprits, mais Juro n'a toujours aucune idée de ce que tout cela a à voir avec leur mission. Régis fait alors remarquer que, s'il devait deviner, le sanctuaire est probablement l'une des installations du bureau, et il a tout à fait raison. Alors qu'il se dirige vers le bureau du sanctuaire, Juro remarque un mystérieux homme encapuchonné qui mâchouille tranquillement une barre Snickers. Cependant, il n'a pas beaucoup de temps pour penser à lui, car il rejoint rapidement les autres. C'est alors qu'il rencontre un problème, Ryo a complètement oublié de prendre rendez-vous. Heureusement, il parvient à les faire entrer dans l'installation en usant de son charme. Peu de temps après, il découvre un escalier caché, et le groupe descend profondément sous terre jusqu'à arriver au sanctuaire de la 7e réalité. Ryo explique que c'est l'endroit exact où Rago a été scellé. Toute la zone est faite d'un type de roche rare connu sous le nom d'obsidienne, et cet endroit contient le plus grand gisement d'obsidienne jamais découvert. Ryo décide de séparer le groupe et dit qu'il interrogera des témoins potentiels avec Ishika, tandis que Juro et Régis resteront pour enquêter sur ce qui est arrivé à Rago le jour où il a été scellé. Alors que Ryo et Ishika partent, Ishika se demande s'il est vraiment bon de laisser Juro et Régis seuls ensemble, mais Ryo pense qu'ils travailleront probablement mieux sans eux deux. Pendant ce temps, Juro demande à Rago pourquoi il a été scellé dans l'obsidienne en premier lieu. Rago admet honnêtement qu'il ne s'en souvient pas. Régis explique que lorsqu'un mononoke est scellé, il est essentiellement forcé de posséder un autre objet. Le processus consomme toute son énergie, le laissant complètement incapable de briser le sceau par lui-même. Normalement, les mononoques résident dans des êtres vivants, mais les scellés les forcent à habiter un objet inanimé à la place. Pour un mononoke, c'est essentiellement l'équivalent d'une punition éternelle. Régis ne peut pas dire exactement combien de temps Rago est resté piégé dans l'obsidienne, mais il sait une chose, Rago a été incroyablement chanceux de s'en sortir avec rien de pire que de l'amnésie. Il demande ensuite à Rago d'expliquer tout ce dont il se souvient du jour où il a été libéré, et avec qui il était à ce moment-là. Pendant ce temps, Ryo et Ishika arrivent à la salle de contrôle, seulement pour découvrir que toutes les images de sécurité ont été complètement effacées. Ryo interroge l'homme responsable et demande qui était de service cette nuit-là. L'homme explique que les 2 membres du personnel assignés à la salle de contrôle avaient mystérieusement disparu avant même que l'agitation ne commence. Après avoir recueilli toutes les informations possibles, Ryo sort pour allumer un cigare. Plus il réfléchit à tout ce qu'ils ont découvert, plus toute la scène de crime lui semble étrange. Sur ce, lui et Ishika décident de retourner retrouver les autres. Pendant ce temps, Rago commence enfin à se rappeler tout ce qu'il peut du jour où il a été libéré. Il se souvient s'être réveillé au contact froid de la pierre sous lui, tandis que l'air autour de lui était stagnant et épais, imprégné d'une odeur de moisi. Il pouvait à peine bouger, mais il parvint à forcer ses yeux à s'ouvrir juste assez pour voir plusieurs mononoques se tenir autour de lui, ainsi qu'un homme étrange parlant à travers une tablette. Après avoir entendu cela, Régis suppose que l'homme mystérieux devait être le meneur de tout le groupe. Rago se souvient ensuite comment le meneur a tenté de le convaincre de rejoindre leur camp. Il voulait que Rago leur prête son pouvoir, afin qu'il puisse montrer à ces pitoyables humains à quel point les mononoques étaient vraiment puissants. Cependant, Rago n'avait absolument aucune envie de les rejoindre, alors il a simplement dit au meneur d'aller en enfer. Peu de temps après,
Le meneur disparut dans un éclair de lumière, donnant à Rago l'occasion parfaite de s'échapper. Après avoir entendu l'histoire de Rago, Juro fait remarquer qu'ils sont essentiellement revenus à la case départ, ils ne savent toujours pas qui est leur ennemi ni ce qu'ils préparent. Cependant, Régie n'est pas d'accord et explique qu'ils ont en fait appris 3 choses très importantes. Premièrement, le groupe qui a libéré Rago sait clairement comment briser le sceau qui a été placé sur lui. Deuxièmement, le meneur connaissait presque certainement Rago bien avant tout cela. Et enfin, celui ou celle à qui ils ont affaire semble chercher à se venger de l'humanité et du bureau de l'espionnage pour une raison inconnue. Juro dit rapidement à Régie de s'arrêter, car c'est déjà trop d'informations pour lui à traiter. Même ainsi, il commence à rassembler les pièces. Il réalise qu'il a fusionné d'une manière ou d'une autre avec Rago, et maintenant ils ont appris que leur ennemi sait comment annuler cette fusion. Rago a perdu ses souvenirs après avoir été libéré, et pourtant le meneur savait déjà qui il était, ce qui signifie qu'il devait être lié bien avant que Rago ne soit libéré. Après avoir réfléchi, Juro décide que la solution est en fait assez simple, tout ce qu'il a à faire, c'est frapper tous ceux qui se mettent en travers de son chemin jusqu'à ce que le problème soit résolu. Régie se met immédiatement à le réprimander, qualifiant le plan d'imprudent et de stupide. Il n'arrive pas à croire que Juro envisage sérieusement de se précipiter dans le danger sans réfléchir à quoi que ce soit, mais avant que leur dispute ne puisse continuer, Juro remarque soudainement quelqu'un debout derrière eux. C'est le même homme encapuchonné mystérieux qu'ils ont vu plus tôt au sanctuaire, et il mâchouille toujours tranquillement son bonbon comme si de rien n'était. Juro a à peine le temps de réagir que l'homme mystérieux disparaît soudainement, et en un clin d'œil, il apparaît directement derrière Juro et Régie. Ses mouvements sont si incroyablement rapides qu'aucun des deux ne peut même le percevoir, et aussi vite qu'il est apparu, l'homme encapuchonné s'éloigne à nouveau, laissant les deux stupéfaits par sa vitesse incroyable. L'homme retire alors lentement sa capuche et regarde directement Rago pour lui dire qu'il ne va pas laisser ces deux crétins gâcher leur retrouvaille. Au moment où ils entendent ces mots, Juro et Régie réalisent immédiatement à quoi ils ont affaire, l'homme mystérieux est un mononoke. Sans perdre une seconde de plus, les deux se transforment instantanément en leur combinaison de combat et se préparent au combat. Après avoir été témoins de la vitesse écrasante de l'homme de leurs propres yeux, ils savent qu'ils s'apprêtent à affronter un adversaire extrêmement dangereux. Pendant ce temps, Ryo et Ishika rencontrent un problème complètement différent. Ils réalisent soudainement qu'ils ont été piégés à l'extérieur par une barrière incroyablement puissante. Elle est si forte que même Ryo n'a aucune idée de la façon dont ils sont censés la traverser pour rentrer. Il commence à chercher une solution, mais rien ne lui vient immédiatement à l'esprit. La situation est déjà bien plus compliquée qu'il ne l'avait prévu, surtout maintenant que Juro et Régie sont piégés à l'intérieur avec un mononoke dangereux. Alors que Ryo essaie de déterminer leur prochaine action, il remarque soudainement quelqu'un approchant par derrière. Ce n'est autre que Tokuzumi, la chef des opérations spéciales. Dès que Ryo la voit, un sourire confiant s'étale sur son visage. Leur toute première mission se transformait déjà en un véritable chaos, mais maintenant que la chef elle-même est arrivée, il ne peut s'empêcher de penser que cette première mission est sur le point de devenir encore plus intéressante. Le mononoke se présente sous le nom de Koga, et il dit qu'il va être le futur seigneur suprême de tous les mononoke, mais pour cela, il va avoir besoin de Rago. Régie pense qu'il doit être une sorte d'idiot, car il n'y a aucune chance qu'il soit vraiment venu ici avec un objectif aussi stupide. Il décide de tenter sa chance et demande à Koga pourquoi il a tant besoin de Rago, dans l'espoir de le faire se lancer dans un monologue, et Koga mord à l'hameçon, car il commence à expliquer que Rago est vraiment spécial en ce qui concerne les mononoke. La plupart des mononoke sont pratiquement immortels, mais ils doivent se nourrir périodiquement, sinon, leur forme spectrale se détériore avec le temps. Cependant, Rago est complètement différent, il peut survivre qu'il mange ou non, donc il est pour ainsi dire un générateur d'énergie spirituelle infinie, et si Koga s'empare de ce genre de pouvoir pour lui-même, il pourra devenir le mononoke suprême. Après qu'il ait dit cela, Régie et Juro prennent des positions de combat, car ils peuvent sentir qu'ils s'apprêtent à attaquer, mais ils n'ont toujours pas de réponse à la vitesse fulgurante de Koga, alors Régie est projetée et Koga cloue Juro au sol et lui dit de rester en dehors de ça et de se taire, car pour lui, il n'est qu'un sac à viande inutile, et une fois qu'il aura réussi à sortir Rago de lui, il sera éliminé. Koga prend alors Rago et lui dit que dans quelques minutes, il sera libéré de sa prison humaine, et ensuite ils pourront fusionner et régner sur le monde des mononoke, mais Rago se moque totalement de régner sur le monde des mononoke, et même s'il le voulait, Koga est la dernière personne avec qui il fusionnerait jamais. Koga ne comprend pas pourquoi Rago refuse d'accepter son geste gentil, mais à ce moment-là, Juro attrape la jambe de Koga pour l'empêcher de bouger, et avec Koga incapable de bouger, Régie peut se positionner pour utiliser son mouvement spécial. Il déchaîne une puissante coupure, qui inflige quelques dégâts à Koga et le repousse, mais Régie avait en réalité destiné cette attaque à fendre Koga en deux, donc il réalise que ce combat va être difficile. À présent, il est sûr que les autres ont dû réaliser qu'ils ont des problèmes ici-bas, mais il n'y a aucun moyen de savoir combien de temps il faudra avant qu'ils arrivent, donc ils doivent travailler ensemble pour survivre.
Koga est furieux que Régie et Juro pensent réellement avoir une chance contre lui simplement parce qu'ils sont plus nombreux. Il déclare qu'il va d'abord massacrer Régie, et qu'il va laisser Juro en vie pour Rago, mais pas avant d'avoir séparé ses bras et ses jambes de son corps. Koga sort alors une épée qu'il a conjurée avec son sang et se prépare à attaquer. Au même moment, à la surface, Ryo a appelé des renforts et a actuellement Tokita qui examine la barrière mise en place par le Mononoke. Tokita dit que la barrière n'est pas trop complexe, donc il devrait pouvoir la faire tomber en quelques minutes au maximum, et comme Ishika s'inquiète pour les gars en bas, elle propose d'aider pour accélérer le processus. Pendant ce temps, Ryo et Toko se tiennent à l'écart, et Toko accuse Ryo de savoir que Juro allait être attaqué et de l'avoir intentionnellement amené ici pour qu'il soit forcé d'aider, mais Ryo le nie et dit que cela n'avait pas été planifié du tout. Cependant, il n'est pas trop inquiet pour ces deux-là, car il a confiance qu'ils sont assez compétents pour s'en sortir seuls, mais si quelque chose tourne mal, il est prêt à en assumer la responsabilité. Pendant ce temps, là-bas en bas, Koga s'en prend violemment à Régie, et malgré les efforts de Régie pour bloquer les coups d'épée, il voit son épée brisée et subit un coup mortel au ventre. Après avoir été projeté, Juro intervient pour empêcher Koga de l'achever, mais Koga bloque son poing avec facilité, et il dit même qu'il est déçu, car il n'arrive pas à croire que c'est le meilleur que Juro puisse faire avec le pouvoir de Rago dans son corps. C'est dommage de voir tout ce potentiel gaspillé, et il promet de sortir Rago de Juro dès que possible, pour qu'il n'ait plus à souffrir avec un hôte aussi inadéquat, mais Juro dit à Koga de se taire, car s'il n'a pas déjà compris, Rago ne l'aime pas, et il n'a aucune intention de devenir l'arme d'un idiot comme lui. Rago n'aime généralement pas que les gens parlent en son nom, mais il est totalement d'accord avec Juro sur ce point, et les deux prévoient d'abattre Koga quoi qu'il arrive, alors Juro canalise autant du pouvoir de Rago que possible dans son poing, et il frappe alors Koga avec un coup dévastateur. Juro était sûr qu'un tel point serait certainement suffisant pour vaincre Koga, mais alors que la poussière retombe, il est horrifié de voir que tout ce qu'il a fait, c'est endommager l'épée de Koga et le blesser un peu. Koga félicite Juro d'avoir enfin bien utilisé le pouvoir de Rago, car cette dernière attaque était plutôt décente, mais alors qu'ils s'apprêtent à continuer le combat, ils entendent soudain une explosion du côté de l'entrée. Juro est confus, car il n'a aucune idée de ce que c'était, mais Koga peut dire que cela doit signifier qu'ils ont réussi à franchir sa barrière à l'étage, et que des renforts sont en route vers eux. Koga n'est pas très confiant quant à ses chances contre des vétérans aguerris, alors il décide de faire ses bagages pour aujourd'hui et de rentrer chez lui. Juro crie, le traitant de lâche de s'enfuir au milieu de leur combat, mais Koga lui rappelle qu'il aurait pu tuer Juro à tout moment pendant la bataille, et la seule raison pour laquelle il ne l'a pas fait est que cela aurait tué Rago aussi, donc il reviendra lorsqu'il sera mieux équipé pour s'emparer de Rago. Peu après le départ de Koga, les renforts arrivent, et quelques minutes plus tard, tout le monde est sorti à l'extérieur. Toko dit à Ryo qu'il y aura de graves conséquences pour cela, car cette mission non autorisée a entraîné des dangers inutiles et des dommages aux installations, et Ryo dit qu'il est prêt à accepter toutes les conséquences qu'on lui lancera, mais il est en réalité satisfait de la façon dont les choses se sont déroulées, car, au-delà de tout, Juro et Régie ont tenu tête à un Mononoke très puissant, et cela devrait suffire à convaincre les supérieurs qu'ils sont des atouts précieux pour l'équipe. Il se tourne ensuite vers les enfants et demande à Régie s'il va bien, car il a subi le plus de dégâts, mais Régie dit qu'il va bien. Cependant, la seule raison pour laquelle il est encore en vie en ce moment est que la combinaison a absorbé une grande partie des dégâts, si ce n'avait pas été pour cela, il serait mort. Ryo lui dit de ne pas penser comme ça, car il devrait plutôt célébrer leur victoire, mais Régie ne peut s'empêcher de se sentir terriblement mal, car il était complètement impuissant face à ce type, et il doit faire tout son possible pour devenir plus fort. Ishika est également bouleversée, car elle a été totalement inutile tout ce temps là-bas, et elle pense que les choses se seraient déroulées différemment si elle avait seulement pu franchir cette barrière, mais cela ne sert à rien de ressasser maintenant. Alors que les autres broient du noir, Juro est plongé dans ses pensées sur le fait que, avant de partir, Koga a mentionné quelque chose à propos de son père, et il ne sait pas quoi en penser, car, aussi loin que Juro s'en souvienne, son grand-père a toujours pris soin de lui, donc il n'a aucune idée de qui sont ses vrais parents, et tout se fatera confus et frustrant, mais il décide qu'il va continuer à avancer quoi qu'il arrive et donner tout ce qu'il a pour devenir un véritable membre de cette équipe. Ryo est heureux de voir que Juro est de bonne humeur, mais, pour mémoire, il lui dit qu'il faisait déjà pleinement partie de l'équipe dès le moment où il l'a rejointe. Cela dit, ils doivent tous encore apprendre à travailler ensemble en tant qu'unité, et ils ont chacun leurs propres forces et faiblesses individuelles sur lesquelles ils doivent travailler, mais il veut qu'ils sachent que, quoi qu'il arrive, il les soutiendra toujours. Quelques jours plus tard, Ryo a terminé sa réunion avec les supérieurs au sujet de ce qui s'est passé, et, comme il s'y attendait, il s'est fait beaucoup réprimander, mais tout cela est de l'eau sous les ponts maintenant, il est donc temps pour l'équipe de passer à leur prochain objectif. Et cet objectif est de réaliser un exercice d'entraînement, qui sera mené par un invité spécial. Juste à ce moment-là, le groupe entend le rire d'une petite fille venant du haut du bâtiment à côté d'eux,
et la fille saute soudainement, mais personne ne s'en soucie assez pour la rattraper, alors elle s'étale de tout son long sur le sol. Juro n'a aucune idée de qui c'est, alors Ryo dit à tous que c'est Fuyo, et, bien qu'elle n'en ait pas l'air, c'est une Mononoke. Le bureau surveille et élimine les Mononoke, mais dans certains cas particuliers, si le Mononoke est de la variété amicale, il est autorisé à vivre à condition de coopérer avec le bureau. Cependant, Fuyo tient à clarifier qu'elle ne se contente pas de suivre les ordres du bureau, et qu'elle est ici parce qu'elle le veut. Elle tourne alors son attention vers Rago et lui dit sarcastiquement qu'il est beaucoup plus duveteux et mignon qu'elle ne le pensait, et Rago rétorque qu'il n'acceptera pas de critique de la part de quelqu'un qui ressemble à un gamin minuscule, et après cela, les deux commencent à se disputer. Une fois les choses calmées, Ryo dit à tout le monde de se mettre en position pour commencer l'exercice d'entraînement, et il explique qu'il s'agira d'un entraînement à la suppression des forces spectrales. Juro ne sait pas ce que c'est, alors Ryo l'informe que certains Mononoke sont capables d'induire des hallucinations ou d'exercer l'hypnose, et il est bien préférable de s'habituer à ce genre de choses dans un environnement contrôlé plutôt que de le confronter pour la première fois sur le terrain. C'est là que Fuyo entre en jeu. Sa capacité lui permet de créer ce genre d'illusion, donc leur tâche est de trouver un moyen de se libérer de l'illusion de Fuyo par tous les moyens nécessaires, et c'est à peu près tout. Fuyo active alors son pouvoir, piégeant chacun dans sa propre hallucination personnalisée, mais Usami ne peut s'empêcher de s'inquiéter un peu, car Ryo n'a donné aucun indice concret sur la façon dont ils sont censés se libérer de l'illusion. Cependant, Ryo dit que c'est mieux ainsi, car s'ils peuvent s'en sortir par eux-mêmes, cela signifie qu'ils seront préparés à tout ce qui arrivera sur le terrain. Pendant ce temps, à l'intérieur de l'illusion, Reggie se retrouve dans un vaste espace ouvert, et il est déjà conscient d'être piégé dans une hallucination, mais il n'a aucune idée de comment s'en sortir. Alors qu'il marche dans cet espace, il tombe soudainement sur une grotte très familière, et de cette grotte sort quelqu'un que Reggie pensait ne jamais revoir, son frère. Reggie essaie de se ressaisir, car il sait que son frère est très certainement déjà mort, mais l'épée dans sa main lui semble assez réelle. Pendant ce temps, dans l'illusion d'Ishika, elle a été renvoyée à un souvenir de son enfance, lorsque sa mère était encore en vie. Ishika venait de raconter à sa mère tout son désir de devenir agent comme son père et sa mère, et, en y repensant maintenant, elle réalise à quel point sa façon de penser était naïve à l'époque. Elle pensait que les gentils gagnaient toujours quoi qu'il arrive, mais ensuite sa mère est partie en mission et n'est jamais revenue. Depuis lors, Ishika s'est entraînée du mieux qu'elle pouvait pour devenir agent, car elle pensait que c'était la seule façon de se sentir proche de sa mère. Mais alors qu'elle croyait avoir tout compris, on lui a appris que sa mère n'avait en réalité jamais été tuée au combat, comme on le lui avait dit initialement. Au lieu de cela, un Mononoke l'avait transformée en pierre, et le bureau avait essayé d'utiliser toutes les ressources à sa disposition, mais rien n'avait fonctionné. Ainsi, bien qu'elle soit techniquement encore en vie, la mère d'Ishika est coincée sous forme de statue. Ishika promet à sa mère qu'elle trouvera un moyen de la sauver, mais à ce moment-là, la statue de sa mère se met à crier sur Ishika, lui disant d'arrêter d'être agent, sinon elle finira comme ça aussi, et avant qu'Ishika ne s'en rende compte, la statue se transforme en monstre. De même, dans l'hallucination de Juro, il est également pris pour cible par un monstre, et il ne comprend pas vraiment comment il est censé sortir d'ici, mais il pense qu'un bon premier pas serait d'abattre cette chose, alors lui et Rago se préparent à combattre.